Copropriétaire, propriétaire, votre toit vaut de l'or. Vendez votre droit de surélévation, financez vos travaux de rénovation énergétique, renforcez votre trésorerie, créez de nouveaux logements avec Valerty. Estimation gratuite de votre droit de surélévation sur valerty.com. Valerty vous présente... Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, très heureuse de vous retrouver pour la 4e saison de C'est excellent sur les ondes de Sud Radio, et c'est tous les dimanches à 19h, sans oublier vos réveils des vendredis matins à 6h36 avec un jour un métier, votre plongée au cœur des métiers de France. À mes côtés pour vous en cette première de C'est excellent, un homme qui ne mâche pas ses mots, que cela soit à l'oral ou à l'écrit, avec ce style incarné qui allie la finesse de son langage et la cruauté de sa propre réalité. Un écrivain primé qui aime l'image puisqu'il a notamment réalisé quelques films et que nous le connaissons bien dans nos petits écrans. Et oui, chers auditeurs, c'est bien Yann Moix qui vient se raconter ce soir sur Sud Radio, comme il le fait d'ailleurs dans le tout dernier tome de sa tétralogie Au pays de l'enfance immobile, Paris, tout juste sorti chez Grasset et déjà prix transfuge du meilleur roman français. Bravo et bienvenue. Merci. Dans cet excellent, vous le savez, nous partons ensemble à la découverte de ceux qui incarnent l'excellence française, quel que soit leur secteur d'expression. Que l'on soit écrivain ou boulanger, il s'agit finalement de la même chose, c'est une histoire de passion. Et ce soir, nous mêlons donc l'art d'écrire à celui de pétrir. L'excellence n'a plus de secret pour lui, d'ailleurs c'est le gagnant du Grand Prix de la meilleure baguette de la ville de Paris 2022, après avoir été celui l'an dernier du prix du meilleur croissant de Paris, puis aussi de la baguette, 2 fois d'affilée, je l'ai appris. Le boulanger Frédéric Comines emmène l'art du bon produit à son paroxysme pour notre plus grand plaisir et il aime en parler. On va lui demander comment on devient excellent en deuxième partie de cette émission, puis puisqu'on y est, c'est excellent. Bienvenue chez vous. Bonsoir Yann Moix. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors Yann Moix, vous voilà à Paris. C'est oui, le titre de votre tout dernier roman qui est sorti cette semaine chez Grasset. C'est donc le dernier tome, je le disais. Dernier, voilà. Ultime. Vraiment, vous êtes sûr? Vous avez pas continué derrière? C'est une tétralogie, donc tétralogie oui. C'est 4, donc j'arrête. Oui, d'accord. S'il y avait un 5e tome, ça serait autre chose. Voilà. D'accord. Donc cette tétralogie, c'était Au pays de l'enfance immobile. Alors il y a eu à Orléans, la violence familiale, Reims et l'école de commerce, Verdun, le service militaire, et puis voilà Paris et vos 27 ans, ainsi que vos pérégrinations d'écrivain en devenir, comme une forme de renaissance qui a lieu dans l'ombre de la ville et de vos désirs finalement. C'est ça quoi. C'est vous qui devenez écrivain. C'est ça, je voulais devenir écrivain. Rien ne voulait de moi, ni la société, ni la ville, ni le travail, ni les femmes, personne. Donc je errais dans les rues de Paris comme un pauvre diable à la recherche de moi-même. D'accord. Donc j'ai un peu fait n'importe quoi jusqu'à temps qu'on m'ouvre la porte des éditions Grasset. D'accord. Et alors vous assumez dans ce livre, comme dans les autres d'ailleurs en général, vos complexes, vos doutes, vos frustrations. Il y a beaucoup de frustrations aussi. Je crois que la plupart des gens n'aiment pas faire des arrêts sur image sur leurs faiblesses. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, chez moi comme chez les autres. D'accord. Si c'est pour dire j'avais 19 de moyenne en maths, j'ai intégré Sciences Po du premier coup, toutes les plus jolies filles me tombaient dans les bras, c'est pas tellement intéressant. Si vous dites j'ai raté HEC, j'avais pas d'appartement et à chaque fois que j'allais voir une fille, elle était à 2 doigts d'appeler la police quand je lui disais qu'elle était jolie, ça devient un sujet de roman quoi. Un peu intéressant. Après il faut savoir le raconter. Oui, d'accord. Et alors justement, est-ce que c'est aussi une forme de cynisme qui vous sauve aussi du désespoir tout simplement? Non, j'ai aucun cynisme. Non, c'est pas du cynisme. Non, je suis doté des zéro cynisme. D'ailleurs, je suis content de ne pas avoir ce défaut. J'en ai beaucoup. Oui. Mais il y a 2 défauts auxquels j'ai échappé, la radinerie et le cynisme. Et non, le cynisme, c'est considérer qu'on a un coup d'avance sur autrui, qu'on est supérieur aux autres, chose qui me dégoûte. Qu'on soit à côté des autres pour essayer d'avoir sa propre originalité, c'est humain. Ne pas être associé à quelqu'un, ça me semble tout à fait sain. Mais se mettre au-dessus, c'est détestable. Se réduire aussi, non? Et se mettre en dessous, c'est désagréable aussi. Oui. Donc moi, je me mets à côté. D'accord. Voilà. Ok. Yann Moix, Paris, c'est aussi l'humiliation sociale, en fait, avant le succès de votre premier roman, que je rappelle pour les auditeurs, Jubilation vers le ciel, qui est sorti chez Grasset en 1996, qui a été prix Goncourt du premier roman, et puis prix François Mauriac aussi. Et puisque, d'ailleurs, la question que je vous posais au début, c'est là que vous vous arrêtez. Pourquoi? Justement parce que c'est pas intéressant le succès, en fait. Vous n'avez pas envie de raconter la suite. Ah non, vraiment, par exemple, un jour, je vais faire un livre sur le cinéma, je vais pas raconter le tournage de Podium, je vais raconter le tournage de Cinéman. D'accord. Cinéman, c'était un bide monumental. Le tournage a été atroce. C'est une vraie expérience, du coup, c'est ça? Tout ce qui peut arriver de pire pour un réalisateur dans une vie, je l'ai eu sur un tournage. En 6 mois, j'ai eu tout ce qu'on peut rencontrer. C'est passionnant, romanesquement.
De tous les échecs, on peut tirer quelque chose d'extraordinaire. Et pas des réussites. Parce que c'est drôle, l'échec. C'est marrant. Ouais. Mais non, parce que la réussite, c'est ennuyeux. Alors que, en plus, les gens veulent savoir pourquoi quelque chose ne marche pas. D'ailleurs, si vous réussissez 9 choses, les gens vont sans cesse vous rappeler la 10e chose que vous n'avez pas réussi. Oui. Donc autant y aller, allons-y. Oui, j'ai raté un film. Oui, j'ai raté telle école. D'accord. Est-ce que vous êtes heureux quand vous faites une réussite, Yann Moix? Écoutez, non, pas spécialement. Mais l'échec me rend pas particulièrement malheureux non plus. D'accord. Donc c'est aussi pour aller chercher la sensation. C'est drôle, l'échec. Il y a du burlesque à l'intérieur. Pourquoi quelque chose ne marche pas? C'est burlesque. D'accord. Alors il y a de sacrés personnages dans ce roman. Hein. Je le rappelle, Paris tout juste sorti chez Grasset. Il y a Caillette, il y a Garébédian, il y a Delphin Drac. Alors ce dernier, cette sorte de baron de la drogue. Hein, c'est un baron de la drogue. De la drague et de la drogue aussi. Il est pas mal dans la drogue, non? Non, très peu. Très peu. Non, il prend rien. Il donne des trucs aux filles pour les Ah oui, il y a une scène où il donne un truc à une fille. Il écrase un somnifère dans un jus d'orange, je crois. Il est horrible, ce mec. Écoutez, c'est un ami cher. Il existe. Hein. D'accord. Mais je ne dirai pas son nom. Alors j'en ai un peu rajouté quand même, parce que le personnage dans la réalité, il est quand même pas à ce point de mettre des somnifères dans les boissons. Mais ce qui m'intéresse dans l'existence, c'est de prendre un personnage et de l'exagérer, de le tirer jusqu'aux limites de ce qu'il aurait pu être dans la vraie vie, mais il ne l'a pas été. Et il a lu votre livre, lui? Non. Non, c'est un ami, je n'ai pas envie de le perdre. D'accord. Et s'il le lit, qu'est-ce qu'il va se passer? Non, mais il ne lit pas, c'est quelqu'un qui ne lit jamais. Bon, ça règle le problème en même temps. Mais c'est la personne la plus incroyable que j'ai rencontrée de ma vie dans sa relation avec les femmes. Je n'ai jamais vu ça. C'est une sorte de virtuose, de génie, voilà. C'est-à-dire que, exactement comme aux échecs, il y a des grands maîtres. Avec sa grande part d'ombre aussi, hein, du coup. Bien sûr, oui, mais il y a des grands maîtres internationaux aux échecs. C'est un grand maître international dans les relations hommes-femmes. C'est-à-dire que la femme la plus inaccessible au monde, si tant est que c'est un sens. Si lui met un somnifère dans le verre. Non, mais ça c'est un épisode du livre, mais ça c'est une histoire. Un détail. Une de 6 histoires. Mais il y a des histoires où il fait pas ça, il n'a pas recours à ça. Et donc c'est un type qui transforme toutes les difficultés de la rencontre homme-femme en quelque chose de facile. C'est un peu ce que vous voudriez être? C'est ce que je voulais être à l'époque, mais j'y arrivais pas. Maintenant? Ah non, parce que c'est pas un concours, hein, vous savez, les relations humaines ne sont pas un examen à passer. Alors dans le roman, les femmes, elles existent à travers les personnages masculins, toujours. Mais c'est un sujet central quand même. Hein, toujours, c'est-à-dire que je peux pas mentir. Donc effectivement, c'est une époque où je transformais toutes les femmes en des Himalayas indomptables, inaccessibles, donc en des choses difficiles. Et donc les femmes n'existent que par rapport à cette épreuve à traverser. Ce sont des épreuves. Et ça aussi, ça a changé ou pas? Écoutez, c'était que les plus de 50 ans, les Asiatiques, toutes ces choses-là. Alors déjà, j'ai pas à avoir honte de mes goûts. Non, pas du tout. C'est une histoire de goût, en fait. Quand une femme dit j'adore les enfants, les gamins de 25 ans, une femme de 70 ans dit j'adore les gamins de 25 ans, oh c'est génial, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Est-ce que ça va avec la bien-pensance? Quand un type dit la même chose, c'est un salaud. Bon, c'est un salaud, mais on doit être 99,99%. Je vais être Pyrémée, moi, dans 8 ans, Yann Moix. C'est pas ça. En plus, alors ça, c'est la vraie chose, c'est qu'on a le droit de dire ce qu'on veut. Oui. La deuxième, qui est moins intéressante pour vos auditeurs, c'est qu'en réalité, je n'ai jamais dit ça. J'aurais eu le droit. Marie-Claire... c'est plutôt intéressant, même. La réalité, c'est que j'avais fait l'apologie de la différence d'âge. J'avais dit qu'ayant 50 ans, j'aimais bien les femmes de 20, 30, 40. Qu'à 60, j'aimerais 20, 30, 40, 50, etc. Comme c'était pas assez sexy pour Marie-Claire, qui est un torche-cul, il a fallu transformer une interview en quelque chose d'un petit peu plus bandant pour le lectorat. Et comme aujourd'hui, on est dans la Vélian, je me suis fait abuser à voir par une journaliste qui m'a endormi pendant 2h45 et qui manifestement avait des problèmes et qui a transposé ces problèmes sur moi. Voilà. C'est dit, c'est pas très grave, ils se sont fait plaisir. Grâce à eux, j'ai eu un succès à la fois chez les femmes de 50 ans et chez les femmes de moins de 50 ans, parce que ça a lancé des défis, c'est ça? À chaque fois qu'on fait le buzz, vous savez, c'est triste à dire, mais voilà, ils ont sans doute voulu me détruire, et grâce à eux, j'ai eu une vie sentimentale plus surchargée que je n'en ai eu depuis que je suis sur Terre. Donc merci à ce torche-cul qu'est Marie-Claire. D'accord, ça sera dit.
Yann Moix, vous avez dit autre chose. Vous avez dit un truc chez Pascal Pro, là. Je souhaite la mort physique de la totalité de ma famille, à l'exception de ma grand-mère. Et vous dites que c'est du premier degré. Vous souhaitez réellement leur mort, en fait. Oui, mais je vois pas ce que... Vous savez, souhaiter la mort des gens... non, c'est pas un jugement de ma part. Je ne fais Dans que le métro, redire. il y a des gens qui doivent souhaiter la mort du type qui les empêche de rentrer quand au moment où le métro va se refermer. C'est très simple de souhaiter la mort des gens. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous la souhaitez qu'elle va advenir. Oui. Donc souhaiter la mort de quelqu'un, c'est extraordinaire. Heureusement que le cerveau est capable de sécréter ce genre de désir. Imaginez que vous souhaitiez et que ça arrive. Ne me parlez pas de... Là, c'est l'extase, là, c'est le pareil, c'est le bonheur. Non, mais là, vous imaginez, c'est Noël. Alors, vous avez aussi dit, mais c'est marrant parce que dès qu'on pense quelque chose intimement et qu'on ne partage pas un avis avec la population dans son ensemble, ça devient de la provocation. Tout buzz, tout devient scandaleux, tout provoque tout. Enfin, mais vous savez bien qu'en disant un truc comme ça, forcément, ça va choquer des gens, quoi. Mais vous savez très bien aussi, ma chère Judith, que la plupart des gens qui s'offusquent de quelque chose font semblant de s'offusquer de cette chose-là pour pouvoir vous agonir d'injures ou d'insultes. Mais en fait, c'est le prétexte, quoi. Ces mêmes personnes, à certaines soirées, doivent penser et dire des choses bien pires que ce que je dis et ce que je pense. Donc en fait, une sorte d'hypocrisie totale dans cette affaire. Et en fait, voilà, je vois très bien qui fait semblant de s'offusquer d'eux pour avoir un résultat de on va le faire taire définitivement. Mais sur moi, ça marche pas. Donc ça fait l'inverse? Non, ça fait pas l'inverse non plus, puisque ça serait... ça serait de la provocation, non, ça serait immature. Je cherche pas la provocation. Je dis la même chose au micro qu'hors micro. Bon, c'est un défaut, il faudrait que j'en tienne compte, ou une qualité, mais c'est certainement pas le 21e siècle qui va me faire taire, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas peur, c'est pas grave. Est-ce qu'on devrait toujours pouvoir tout dire? Non, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être dites, parce qu'on n'est pas sûr de les penser complètement d'une part, et parfois on peut vouloir exprimer quelque chose avec des nuances. Or, les nuances à la télévision et à la radio ne sont pas toujours possibles. Donc, quand on a un raisonnement un peu complexe et nuancé à développer, il vaut mieux le faire par écrit. Parce que vous êtes sûr que l'esprit humain ou l'auditeur ou le téléspectateur va aller choisir immédiatement la mauvaise interprétation et il se dépêchera de mal comprendre votre propos pour pouvoir encore vous couper le sifflet. Donc on ne peut pas tout dire, mais pour cette raison-là. Mais alors justement, est-ce que vous préférez le temps long de l'écriture à la parole? Pourquoi est-ce que vous êtes devenu chroniqueur du coup? Parce que j'adore ça, parce que d'abord, 3 ans dont on n'est pas couché, c'est un exercice extraordinaire, on rencontre des hommes politiques, etc. J'ai pu aussi de temps en temps faire découvrir des auteurs à des gens. Donc c'est important. Et puis j'adore Laurent Ruquier, et c'était un plaisir de le faire. Et puis il y a une part de narcissisme dans le fait de faire de la télé. C'est toujours agréable de montrer sa tête. Mais il ne faut pas le faire trop longtemps. Et de se regarder aussi ou pas? Ah non, je me suis jamais regardé. La première, je l'ai regardée. Non, par contre, je me masturbe pas en regardant mon visage dans le miroir. Mais c'est pas, si vous voulez, ça va pas jusque-là. Me regarder à la télévision, non, c'est pas possible. J'arrête là mon narcissisme. D'accord, c'est pas mal. J'arrête à la porte. C'est une bonne limite de me regarder. Parlons vrai sur Sud Radio, et c'est le cas avec l'écrivain primé Yann Moix ce soir et son tout dernier roman Paris, sorti ce mercredi chez Grasset. Ne ratez pas Le Roi de la baguette et du croissant, Frédéric Comines, ça va pas tarder, il est déjà avec nous en studio. On revient juste après ça, restez avec nous. Copropriétaire, propriétaire, votre toit vaut de l'or. Vendez votre droit de surélévation, financez vos travaux de rénovation énergétique, renforcez votre trésorerie, créez de nouveaux logements avec Valerty. Estimation gratuite de votre droit de surélévation sur valerty.com. Valerty vous présente Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, c'est un bon choix et je suis ravie de vous retrouver, chers auditeurs, d'être avec vous pour cette première de la 4e saison de C'est excellent. Avec moi ce soir, l'écrivain, réalisateur et chroniqueur Yann Moix, rejoint dans peu de temps par le boulanger d'exception Frédéric Comines. Yann Moix dans Reims, qui est le 2e tome de votre tétralogie Au pays de l'enfance immobile, dont Paris, le tout dernier, est tout juste sorti chez Grasset, on l'a dit. Vous racontez notamment votre amitié avec un jeune néo-nazi et votre jeunesse à Subdeco Reims. Cette jeunesse au passé un peu douteux, dont vous vous êtes expliqué. J'ai l'impression qu'à ce sujet, les plus concernés vous ont pardonné. Évidemment, je dois être un des êtres humains les moins antisémites de la planète, donc c'est normal qu'ils me pardonnent. C'est le seul sujet, l'antisémitisme, avec ses excroissances, le racisme, etc., sur lequel je n'ai absolument aucun humour. Mais aucun. C'est-à-dire que je peux me battre physiquement. Sur ce... Voilà. J'ai vraiment... Alors, mon humour s'arrête net. Et est-ce que c'est aussi parce que, justement, vous avez un peu dérivé jeune que ça vous a fait prendre conscience? Non, je ne crois pas qu'il y ait de corrélation. Non. Alors, s'il y en a une, c'est possible inconsciemment. C'est possible, et d'ailleurs, si c'était le cas, ça m'irait très bien. Mais je ne crois pas parce que ces trucs-là, ces bandes dessinées, machin, c'était des choses que j'avais vraiment complètement oubliées. D'accord. Il a fallu qu'à chaque fois que je défende Israël... Vous aviez un peu enfoui, quoi.
En fait, quand je défendais Israël ou le peuple juif, on n'est pas couché, il y avait, vous savez, le cloaque de l'extrême droite sur Internet qui m'envoyait des petits messages, genre on a un trésor de guerre, nananaire. Donc c'est là que je me suis dit, ah oui, il y a ça qui traîne quelque part, mais je savais où c'était dans les tiroirs de mes parents. C'est eux qui les ont sortis, on va pas se mentir. Oui, il y a eu un procès que j'ai gagné d'ailleurs, où ça a été prouvé. Mais non, voilà, oui, je savais que ça existait. Vous avez été votre juge le plus sévère aussi, finalement. Pardon ? Votre propre juge, vous avez été votre juge le plus sévère. Ces dessins, c'était des trucs véritablement odieux, pas très drôles, qui me faisaient beaucoup rire quand j'avais 20 ans, mais qui par volonté d'être méchant aussi. Oui, mais revanche, attendez, quoi. Non, mais il faut aussi savoir que dans ces bandes dessinées, je me moquais des handicapés, je me moquais des noirs, je me moquais des infirmes, je me moquais, je faisais l'apologie des serial killers. Il n'y a pas eu, si vous voulez, une obsession anti-juive sur pendant un numéro, c'était un spécial Shoah, donc il y avait Lucky Luke à Dachau et les Schtroumpfs à Auschwitz. Très drôle. Ensuite, je me suis moqué de la fin dans le monde, des handicapés, des myopathes, etc. C'est une période de ma vie où je ne devais pas aller très bien, manifestement. Ça a duré 4-5 mois. Maintenant, de mauvais journalistes de l'Express, très amis de gens de l'extrême droite, ont voulu me guillotiner médiatiquement. Ça aurait pu marcher. 3 ans plus tard, il ne reste rien de cette affaire. On parle que des femmes de 50 ans, mais plus toutes ces bandes dessinées. Et tant mieux. Il y a Eric Nolot qui intervient notamment dans le Grand Matin de Sud Radio le vendredi avec Patrick Roger, qui a dit de vous qu'au contraire on vous reproche parfois votre philosémitisme, et car effectivement la chose juive vous passionne. Yann Moix, j'ai su que vous appreniez l'hébreu par exemple. Oui, mais alors j'aime pas être taxé de philosémitisme parce que pour moi c'est de l'antisémitisme à l'envers. On n'a pas à aimer les juifs plus que les autres. Les juifs d'abord, n'ont pas besoin de moi. Mais c'est une culture qui vous passionne, quoi. Ça me passionne, mais surtout les juifs n'ont jamais demandé à ce qu'on les aime plus que les autres. Ils ont demandé à avoir une place dans le monde qui soit une place légitime et indiscutable. C'est tout, ils ne demandent rien d'autre, le peuple juif. Et d'abord, quand on dit les juifs, déjà, on généralise déjà énormément. Quand je fais des petites conférences, je demande aux Ashkénazes de ne pas me contredire et aux séfarades de ne pas m'interrompre. Donc déjà, vous savez, c'est compliqué de dire les juifs. Vous avez fait une blague juive là, Yann Moix. J'adore. Pour moi, l'humour, c'est juif. D'accord. Et il n'y avait pas une petite volonté d'expiation quand même de votre part Je crois pas. Non, alors, du tout. Ou inconsciemment, totalement. Non, honnêtement, je l'ai pas vu comme ça. Je suis tombé dans l'étude juive des textes juifs par Benny Lévy, qui m'a été en fait que j'ai découvert par une suite de lectures d'Emmanuel Lévinas. Parce que je m'intéresse à la philosophie, et quand j'ai compris ce qu'était la pensée juive, j'ai passé 4-5 ans de ma vie à lire essentiellement des livres de philosophie, le Talmud, etc. Si vous voulez, il n'y a tellement pas d'antisémitisme chez moi que j'ai jamais fait une corrélation entre les bandes dessinées de 1988 et mon étude de l'hébreu en 2010. Donc on l'a fait pour vous, quoi, c'est ça? Parce que c'est tellement facile, c'est tellement agréable. Et qui l'a fait pour moi? Les antisémites, les mecs d'extrême droite. Je ne vais pas citer les noms parce que ma bouche n'a pas à prononcer un vocable excrémentiel. Ils sont dans un petit marigot toute la journée, ils essayent de détruire des carrières. Et vous savez ce qui est terrible avec les antisémites et les gens d'extrême droite? C'est qu'à chaque fois, imaginez leur psychologie. Ils savent que s'il y a une photo qui est prise à côté d'eux, vous êtes mort. Vous parlez de Dieudonné là par exemple? Non, mais pas seulement, parce que je me suis fait avoir plein de fois avec tout le monde, avec tout cela. Si vous voulez, qu'est-ce qu'ils doivent penser d'eux-mêmes pour se dire quelqu'un qui est à côté de moi sur une photo est mort? Vous imaginez la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes? On pourrait dire satanique dans certains. C'est très gentil pour Satan. C'est très méchant pour Satan plutôt. Finalement, Yann Moix, dans vos livres, vous parlez de vos émotions en fait. Vous parlez de ce qui vous traverse. Est-ce que c'est pas ça le secret d'un bon livre? C'est de provoquer l'émotion autant que celle qu'il a provoquée chez vous en l'écrivant, quoi. Puisqu'on a un artisan autour de la table, je pense que c'est même le secret de toutes les activités artisanales et artistiques. Ce que vous dites est vrai pour les films, la musique et la poésie, les livres, mais je pense que lorsqu'on goûte quelque chose d'excellent, je pense que ça déclenche aussi une forme d'émotion. Bien sûr. Un souvenir, des traditions ancestrales. Et puis, gustativement, on peut avoir des émotions comme on en a auditivement ou intellectuellement ou sexuellement. Mais je crois que l'émotion, c'est la clé de toute l'existence humaine. D'accord. Alors vous avez dit par exemple aussi que chaque grand écrivain il détient son sujet récurrent finalement, sa signature quoi. Il y a Kafka, vous dites qu'il nous parle de l'expérience de la judéité, Proust de la jalousie, Gide de la sensualité, Gombrowicz de l'exil, Bataille des limites. Vous c'est quoi? C'est une très bonne question. Écoutez, vous savez pourquoi je ne trouve pas la réponse? Parce que je n'arrive pas à me mettre à leur niveau. C'est-à-dire que tous ces grands écrivains que j'ai cités sont allés au bout
au bout d'un sujet, jusqu'à l'impossible de quelque chose. Bataille est allé jusqu'au bout de l'inceste dans ma mère. Proust est allé jusqu'au bout de la mémoire. Gide jusqu'au bout de ce qu'on peut dire sur l'homosexualité. Et vous, sur l'humiliation, par exemple? Peut-être. Vous venez d'ouvrir une case, c'est très gentil de votre part, parce que s'il y avait une galaxie à explorer, je dirais qu'effectivement, j'ai exploré les limites de l'humiliation. Parce que la littérature, ça consiste à prendre la parole à partir du moment où normalement on devrait se taire. Et le chemin, normalement, on devrait être bouche bée devant quelque chose, et les vrais écrivains commence à parler à partir de ce moment-là. Il ne raconte pas des histoires. Il commence à dire ce qu'on ne devrait pas pouvoir dire. Alors l'humiliation, ça me va très bien. Donc grâce à vous, je peux me mettre à côté de Gide dans ma bibliothèque. Merci, vous êtes un grand écrivain, vous, hein? Vous me considérez par comme ça, rapport à la littérature française, ça va de soi. Mais par rapport au maître que j'ai, non. Pas du tout. D'accord. Je n'existe pas par rapport à... C'est le juste milieu, c'est ça? Par rapport à Bernard Werber, je suis... Vous aimez bien lui taper dessus, non, mais bien sûr, non, mais c'est un imbécile, mais il a le droit d'écrire. Parlons vrai sur Sud Radio. Mais pour moi, c'est pas un être humain au sens strict. Je le prends comme générique. Par exemple, c'est l'équivalent pour le pain de prendre un pain en grande une baguette en grande surface, en surgelé. Je veux dire, c'est un terme générique. C'est un bon exemple. Non mais je prends, si vous voulez, c'est un nom qui résume pour moi la médiocrité littéraire, mais je n'ai rien contre lui ad hominem. Il y en a d'autres, hein. Oui, mais je sais pas, Guillaume Musso, qui que vous voulez. Mais je n'ai rien contre eux parce que je les connais pas personnellement, ces gens-là. Mais je veux dire, par rapport à eux, oui, je suis un génie. Mais par rapport à Marcel Proust, je suis même pas né, quoi, si vous voulez. Est-ce qu'il y a un écrivain dans votre génération ou dans nos écrivains contemporains qui est à votre hauteur, selon vous? Non, mais il y en a plein, il y en a plein que j'adore. Mais là, je vous citais... j'adore Michel Houellebecq, j'adore Emmanuel Carrère, j'adore Éric Laurent, pardon. Mondiano? Non, je déteste Modiano. D'accord. C'est un mauvais écrivain, mais quand j'avais 15 ans, je trouvais ça déjà très mauvais. D'accord. J'ai le droit. Hein. Oui, bien sûr. Mais j'ai le droit. Parlons vrai sur Sud Radio. Mais non, mais bon, voilà, c'est un écrivain très connu, mais c'est un très mauvais écrivain. Il m'a jamais touché, il m'a jamais ému. Qu'est-ce que c'est un mauvais écrivain, Yann Moix? C'est quelqu'un qui n'a pas d'humour. D'accord. Il n'y a aucun humour dans Modiano. Proust a de l'humour, Giono a de l'humour, Stendhal a de l'humour. Il y a un seul contre-exemple dans l'histoire de la littérature, c'est Zola, qui est un génie sans humour. Aucun humour. Céline, évidemment, aucun. Céline, vous trouvez qu'il avait de l'humour? Céline? Je pense que j'ai fait tout le peu d'abdominaux que j'ai eu dans ma vie, c'est grâce à lui parce que je riais. Lui et Charles Péguy sont les deux plus grands humoristes de la langue française, à mon avis. D'accord. Eh ben, écoutez, on en apprend des choses sur Sud Radio avec Yann Moix ce soir, et puis ça va continuer. C'est excellent sur Sud Radio, et on revient dans un instant avec l'écrivain qui parle haut et fort, Yann Moix, et l'artisan artiste boulanger Frédéric Comines. Restez là, nous on revient. Copropriétaire, propriétaire, votre toit vaut de l'or. Vendez votre droit de surélévation, financez vos travaux de rénovation énergétique, renforcez votre trésorerie, créez de nouveaux logements avec Valerty. Estimation gratuite de votre droit de surélévation sur valerty.com. Valerty vous présente... Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison, c'est excellent ce soir comme tous les dimanches avec l'écrivain qui ne mâche pas ses mots même quand ils sont châtiés, Yann Moix, et le roi de la baguette et du croissant, Frédéric Comines. Deux personnalités au monde bien différents et si liées en même temps, car qui parle de nourriture de l'esprit, c'est qu'elle est indissociable de celle du corps. Bienvenue sur Sud Radio, Frédéric Comines. Merci. Approchez-vous de votre micro. On peut même vous le baisser un petit peu si vous voulez. Alors Frédéric Comines, en quelques mots, vous êtes à la tête de votre boulangerie du même nom. Vous avez 3 boutiques, dont une pâtisserie entre Paris et Sceaux, et c'est avec celle de la rue Cambronne dans le 15e arrondissement, accompagnée par Damien Dedin, que vous avez gagné successivement le prix du croissant, le prix de la baguette de Paris l'année dernière, et le prix de la baguette encore cette année, en mai dernier pour la 29e édition. Bravo, c'est excellent. Merci. Et alors on imagine que ça change totalement la donne pour vous quand même, hein, Frédéric Comines. Oui, ça a changé pas mal de choses. On passe un petit peu de l'ombre à la lumière, c'est assez rigolo. Oui. Ouais. Et vous avez eu une surfréquentation du coup dans vos boutiques, ou vous êtes organisé comment? Oui, dès le lendemain, en fait, on a eu une grosse affluence de clients, on en parlait tout à l'heure. Ouais. On a une grosse affluence de clients qui sont venus pour goûter la meilleure baguette de Paris. C'était la même que la veille, mais elle était meilleure à partir du moment où on a gagné le concours. D'accord. Donc les étiquettes, ça aide, hein, Frédéric Comines. Tout à fait. Ouais. Comme les prix littéraires, ça. Voilà. Exactement. Et alors justement, Frédéric Comines, j'aurais bien voulu que vous veniez avec une baguette quand même, mais je vais vous poser la question, qu'est-ce que c'est une excellente baguette? Qu'est-ce qui fait qu'une baguette est meilleure qu'une autre? L'amour qu'on met dedans. Ah, déjà. L'émotion, hein, Yann Moix. Ouais. Sincèrement, on a quand même un très très bon boulanger, puisqu'il faut vraiment l'associer à ça, puisque c'est lui qui a... Moi, j'avais fait plusieurs fois très bien classé, mais j'avais jamais réussi à passer cette marche.
Damien est champion d'Europe, champion de France, champion d'Europe, double champion d'Europe. Donc il est très très fort. Il nous a permis aussi de passer ce petit cap. On parlait tout à l'heure de l'amour du métier. On faisait les préliminaires et là on est en train de faire l'amour à notre métier, donc c'est vraiment très agréable. D'accord. Et alors par exemple le fait de pétrir différemment, le fait de laisser reposer la pâte, c'est quoi le détail qui fait que la baguette devient d'exception en fait? On a envie de rentrer un peu plus dans la technique. 90% de la réussite, c'est la fermentation et la cuisson. D'accord. Il n'y a pas de bonne baguette sans bonne fermentation, il n'y a pas de bonne baguette sans bonne cuisson. Et sur les croissants, c'est comment? C'est pareil? C'est la même chose. Ouais, c'est quasiment la même chose. D'accord. Puis il y a aussi là, l'art il faut de un créer... bon beurre pour le coup. Voilà, c'est ça. Donc on est bien d'accord aussi que le produit, c'est un peu l'essentiel aussi de ce que vous proposez vous. On fait du très bon qu'avec du bon. D'accord. Impossible de tricher avec les matières premières. Ouais, c'est logique. Et vous travaillez en circuit court, Frédéric Comines? Le plus possible. Ouais. On essaye vraiment d'avoir des partenaires qui sont très proches. On travaille avec les Moulins Bourgeois qui sont pas très loin de Paris, en Seine-et-Marne. D'accord. Tout ce qu'on peut vraiment réduire la distance et puis avoir une attitude écologique, on essaie de le faire. Comment vous les choisissez, vos fournisseurs? La qualité. Ouais, voilà, c'est ça. On sélectionne, on a sélectionné parce que maintenant on est très fidèle. Oui. Une fois Combien de temps ça fait par exemple sur votre fournisseur de levure que vous travaillez avec de levure, depuis 2004 où je suis installé, on travaille avec la même levure. D'accord, ouais. Voilà. Ah ouais. Donc depuis quand ça fonctionne, il n'y a pas de raison de changer quoi en fait. Exactement. Ouais, après on essaye quand même. On essaie quand même la concurrence parce que ça nous permet quand même d'avancer sur certaines choses et de réfléchir différemment. Mais on est fidèle. Yann Moix. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est aussi difficile de faire une bonne baguette que d'aller sur la Lune. C'est-à-dire que chaque étape, on doit être génial. Je ne sais pas combien il y a d'étapes, admettons qu'il y en ait 5. Dans chaque étape, on doit être le meilleur. Et quand vous regardez au microscope chaque étape, en fait, être le meilleur dans les 5, ça demande... C'est comme la fusée qui décolle, ensuite qui se débarrasse du dernier étage, ensuite qui doit allunir, qui doit refaire le tour pour repartir. C'est comme écrire un livre aussi. Non, mais c'est facile. Oui, mais c'est encore un autre exercice. C'est-à-dire qu'un livre peut ne pas être parfait, etc. Et puis on peut aimer l'ensemble. Là, chaque étape, c'est Carl Lewis, qui est un grand champion, qui me disait c'est plus difficile de battre un record que d'aller sur la Lune. Parce que il reste le millième de seconde qu'il faut franchir, personne ne le franchit. Et j'imagine que pour la baguette, il y a une sorte de mur du son, sans jeu de mots, qui doit être franchi pour arriver dans une autre dimension. Il faut vraiment tout aligner. Le jour J, des fois on fait, alors c'est la même baguette tous les jours. On fabrique vraiment la même pour le concours et pour la boutique. C'est la même chose. Le même geste aussi. Le même geste. On va amener un peu plus d'application le jour J. Où on va faire attention à bien façonner, on va apporter un peu plus d'attention. Mais des fois, en voulant trop en faire, parce que c'est le concours, on passe de l'autre côté. Ouais. D'accord. Et c'est rigolo la limite est fine, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on doit faire paradoxalement le jour du concours exactement la même chose que d'habitude. Tout à fait. Si on en fait un peu plus, le mieux est l'ennemi du bien. Exactement. Voilà. Des fois, on cherche à aller un peu plus loin. Et en fait, on dépasse la limite et c'est pas bon, quoi. D'accord. C'est rigolo ce paradoxe parce que justement, moi je parlais avec souvent je parle à mes apprentis en leur disant que Usain Bolt, avant de courir le 100 mètres au JO et de gagner, il a commencé par se mettre à quatre pattes, puis après il a marché, puis après il a trottiné, après il a couru. Et en fait, il faut pas être pressé quand on fait quelque chose comme notre métier. C'est vraiment de la patience, de l'amour et du temps. Il faut du temps. Et c'est ça aussi qui fait l'exception française, Frédéric Comines, le temps qui est pris à faire les choses, en fait, que ça soit justement dans l'artisanat dont vous êtes un fervent défenseur, ou par exemple chez certains maîtres d'art, etc. Le temps qui passe et le temps qui est pris pour faire les choses, c'est ce qui fait l'exception et l'excellence derrière aussi, non? C'est exactement ça. Je vous envoie mon livre, vous m'envoyez une baguette. C'est avec plaisir. Vous m'avez presque donné envie de le lire. Vous m'avez vous avez complètement donné envie de goûter votre baguette. Alors, Frédéric Comines, vous nous racontez des histoires, vous aussi, à votre manière, par le voyage gustatif. Est-ce que du coup, lire la satisfaction chez votre consommateur, chez votre client, c'est la meilleure récompense, en fait, tout simplement? Ça, c'est exceptionnel. Ouais. Quand on fait des dégustations, on en fait une d'ailleurs la semaine prochaine. Samedi prochain, on fait une dégustation... Où ça? À rue de Cambronne, pour faire goûter la meilleure baguette. Chers auditeurs. Voilà. On va lancer des nouveaux produits, des pains avec du sarrasin et des pains à l'ancienne avec des pains de garde qu'on puisse conserver. D'accord. Ça, c'est magique. Quand vous coupez un bout de pain, vous le faites goûter à un enfant
ou même un ancien, et le voir dans ses yeux que c'est le plaisir, la joie. Il prend quoi. plaisir, c'est génial. Ouais. C'est vraiment génial. Vous, Yann Moix, quand on parle de littérature, si on parle de littérature, d'art ou d'art du croissant, quel que soit finalement le moyen d'expression, c'est aussi tout raconte une histoire. Finalement, il ne s'agit que de cela. Moi, vous savez, les artisans comme monsieur, j'ai pour eux, sans démagogie du tout, une immense admiration parce qu'on sent l'amour du travail bien fait. Et moi, c'est ça que j'adore. Un écrivain, Jean Giono, par exemple, qui était pour moi un artisan de l'écriture, c'est-à-dire qu'il était obligé d'écrire avec la même plume, sur les mêmes feuilles, etc., depuis toujours, etc. Et d'ailleurs, qui a écrit des magnifiques passages sur le pain. C'est le même travail. Moi, j'ai l'impression de faire le même travail que monsieur dans un autre domaine. La seule question que j'aimerais lui poser, allez-y. Parce qu'en littérature, celui qui aime Kafka n'aimera pas forcément James Joyce. Est-ce que celui qui aime la baguette à se décider entre votre baguette et celle qui est arrivée numéro 2, par exemple? Franchement, il y a une part de chance. Dans les 10 meilleures baguettes de Paris, sur la table finale, les 10 sont très bonnes. C'est ça, c'est pour... Quels sont les critères, en fait? Alors moi, je peux dire que j'ai été jury de la baguette. Une femme blonde ou une femme brune. C'est ça. C'est ce qu'on ressent personnellement. De 25 ans ou de 50 ans. Tout à fait. Mais pourquoi pas asiatique? Non, ça, c'est pour avoir une polémique. Parce que manifestement, les gens ne s'intéressent qu'à ça. J'ai fait jury de la baguette pour la baguette Île-de-France, là, il n'y a pas très longtemps. Et quand même, la baguette qui a gagné se démarquait clairement parce qu'il y avait une couleur particulière, il y avait un croustillant, il y avait une sensualité, en fait, de la pâte qui n'était pas retrouvable dans les autres. Ça se voit quand même. C'est ce que les membres du jury ont dit cette année pour notre baguette. Elle était vraiment un petit peu en avance. Exactement. Mais malgré tout, il faut un brin de chance. Vous allez être imité ou pas? Certainement. On a des gens qui veulent venir la fabriquer pour voir comment on fait. C'est logique. À partir du moment où on est imité, c'est qu'on est un petit peu en avance. Donc, alors, il y a un autre lien entre vous deux qui m'apparaît comme une espèce d'évidence, c'est le patrimoine gigantesque de vos deux formes d'expression. Alors vous, Yann Moix, c'est les grands auteurs qui vous bercent depuis que vous êtes petit et que vous avez voulu égaler, en fait, en quelque sorte. C'est ça, c'est une transmission. Si je les égale pas, tant pis, j'aurais essayé. Voilà, mais c'est déjà bien d'essayer. Et pour vous, Frédéric Comines, on est dans le patrimoine vivant, clairement. C'était Laurence Vuige, qui est boulanger de Crépy en Valois, qui vous a appris notamment l'art et la beauté du geste. Mais qu'est-ce qui vous a appris d'autre? Il m'a appris à aimer mon métier, en fait. C'est quelqu'un de... Alors, c'est Laurent Vuige. Laurent, pardon. Et à un moment où j'allais arrêter la pâtisserie, parce que j'étais un petit peu dégoûté, j'avais vécu des mauvaises expériences, il m'a pris un peu sous son aile. Il m'a fait rentrer, entre guillemets, dans sa famille. Et il m'a donné l'amour du métier. C'est un mentor, quoi. C'est mon mentor, exactement. C'est lui qui m'a poussé, qui m'a dit, maintenant, Frédéric, il faut que tu t'installes. Fais-le pour toi, et c'est vraiment quelqu'un qui est très important pour moi. D'accord. Et qui m'envoie régulièrement ses apprentis qu'il a formés pour leur permettre de continuer à évoluer. Il les envoie chez moi, parce que lui, il est de Crépy-en-Valois dans l'Oise. C'est un excellent professionnel. Et à partir d'un certain moment, il les envoie chez moi. Donc là, tu passes le pas à la capitale, quoi. C'est ça. D'accord. Voilà. C'est beau. Et chez vous, en fait, l'art de la boulangerie, ça vous vient des grands-parents. Ça a sauté une génération. C'est ça. Mes grands-parents étaient boulangers-pâtissiers. Ouais. Mon oncle a été pendant un temps boulanger-pâtissier. Et ma mère n'en a pas fait son métier, mais moi, c'est quelque chose que j'aimais. Qu'est-ce qui vous plaisait le chez plus? eux. J'allais en vacances chez eux, j'entendais mon grand-père se lever, j'allais le rejoindre dans le fournier. À 4h du matin, vous descendiez? Oui, tout à fait. Peut-être même avant, je me rappelle plus très bien. Je me souviens qu'ils me mettaient des seaux pour que je puisse arriver au niveau du plan de travail. Ses grands-parents. Là, il y a vraiment un romantisme de l'artisanat que je partage. Je me lève très très tôt le matin pour les mêmes raisons. Oui, pour écrire? Oui, parce que je trouve vous écrivez bien le matin, en fait. Vers 5h, je me lève et là, il y a quelque chose. Et la première chose que je sens, c'est les odeurs des croissants dans ma rue qui sont moins bons que les vôtres, j'en suis certain. Mais j'ai l'impression d'être parallèle au boulanger, quoi, quand j'écris. Il y a un truc vraiment d'artisanat pur. Et l'artisanat, il y a aussi un esprit d'entrepreneur dans le contexte. Donc c'est ça aussi qui vous a plu, j'imagine, de créer votre propre entreprise et de vous battre. Il y a une forme de résilience aussi dans l'esprit d'un entrepreneur, parce que ce que vous racontez sur votre mentor qui vous a fait réaimer un métier que vous aimiez déjà, dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, c'est un peu compliqué, quoi. C'est ça, en fait, c'est très important d'aimer ce qu'on fait, de vraiment avoir envie de le faire, parce que on parle souvent des gros avantages qu'on a, mais on parle pas souvent des inconvénients. Voilà, donc il faut peser le pour et le contre, et il faut surtout pas se forcer à le faire. J'ai des ouvriers des fois qui veulent devenir patrons pour de mauvaises raisons. Par exemple, l'argent.
D'accord. Ça, c'est pas la bonne raison, effectivement. Vous êtes ouvert le dimanche matin? Oui, on est ouvert 7 jours sur 7. Est-ce que je peux avoir un coupe-fil pour dimanche, là? Aucun problème. Un passe-droit. À mon avis, si vous arrivez à l'ouverture, Yann, comme vous êtes levé tôt. Si vous venez à 4h du matin, il n'y aura personne. On est bien sur Sud Radio avec l'écrivain Yann Moix et le boulanger Frédéric Comines. Et vous restez avec nous, c'est excellent. On va revenir dans un instant. À tout de suite. Copropriétaire, propriétaire, votre toit vaut de l'or. Vendez votre droit de surélévation, financez vos travaux de rénovation énergétique, renforcez votre trésorerie, créez de nouveaux logements avec Valerty. Estimation gratuite de votre droit de surélévation sur valerty.com. Valerty vous présente Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, c'est excellent comme chaque dimanche. Si vous nous rejoignez, il nous reste encore un bon quart d'heure ensemble avec l'écrivain primé Yann Moix et le boulanger primé lui aussi, Frédéric Comines. Alors Frédéric Comines, on parlait de vocation justement. Est-ce que vous verriez faire autre chose aujourd'hui que boulanger finalement? Compliqué. Romancier. Pourquoi pas? Et moi, j'irais dans les fourneaux. Oui, et c'était ma question. D'après vous, c'était une vocation quand même? Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Ça, je voulais faire vous avez toujours voulu faire ça? Non, je voulais être boucher, pompiste ou écrivain. D'accord. Boucher parce que j'aime bien malaxer la viande. Pompiste parce que j'aime bien l'odeur de l'essence. Et puis il distribue des bons hommes et seaux. Vous auriez pu finir pyromane, vous, je sais pas pourquoi. Non, d'accord. Et parce qu'il distribue des bons hommes et seaux. Ah d'accord, c'était les bons hommes. Qui sentaient très bon aussi. Et puis l'écrivain. Voilà les trois choses que je voudrais bien vous voir malaxer de la viande quand même. Ah oui, non, mais j'adorais ça. Le truc, je voulais être boucher, vraiment boucher. Vraiment, vous devriez aller pétrir à la boulangerie. C'est un métier extraordinaire. Parce que c'est physique, la boulangerie. Oui, bien sûr. Vous êtes Frédéric Comines, un fervent défenseur de l'artisanat, on l'a dit. Le mettre à l'honneur, c'est le préserver. C'est quand même un trésor, ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre patrimoine culturel. En France, il faut vraiment qu'on arrive à garder ça. On est les meilleurs au monde en France pour la boulangerie? Oui, franchement, oui. Franchement, oui. Il paraît que ce qui fait la différence aussi, c'est l'eau qu'on utilise. Parce qu'il paraît qu'il y a des boulangers français qui ont essayé de s'installer aux États-Unis, par exemple, et qui n'arrivent pas à avoir le même goût là-bas qu'ici. Oui. Il y a un secret? Vous utilisez la San Pellegrino, je crois. Oui, c'est la San Pellegrino. Est-ce que donc on parlait de l'état d'esprit, faire perdurer les métiers de l'artisanat français. On parlait de la transmission tout à l'heure, justement, on va y venir. Frédéric Comines, ça passe par l'apprentissage. Vous avez combien d'apprentis chez vous? On a une vingtaine d'apprentis qui sont rentrés le 1er septembre, là, des nouveaux apprentis. D'accord. C'est des petits jeunes, ils ont 15 ans, 16 ans, c'est ça? Non? Plus jeunes et plus anciens. On prend aussi des personnes qui sont... En fait, il y a plusieurs niveaux d'apprentissage, le CAP, le BEP, le brevet de maîtrise, le BP, la mention complémentaire. Ce sont des gens, en fonction de leur parcours, qui arrivent chez nous pour se perfectionner. D'accord. On a une vingtaine qui sont arrivés le 1er septembre. Là. Donc là, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut apprendre à tout le monde tant qu'ils ne sont pas un tout petit peu autonomes. Et vous êtes combien à leur apprendre? Je pars du principe que tout le monde apprend à tout le monde. On a tous des choses à apprendre, que ce soit l'apprenti qui peut très bien m'apprendre quelque chose. On envoie les gens en stage pour continuer justement cette formation. Et quand ils reviennent, tout ce qu'ils ont appris, il y a peut-être que 5 ou 10% des choses qui vont nous servir, mais ces 10%-là, c'est ce qui nous fait progresser et réfléchir différemment. Et c'est ce que je leur dis toujours, dans 10 têtes, il y en a plus que dans une. Donc avançons ensemble et c'est super. C'est assez logique. Ça. Les scénaristes français, regardez comme vous, on aurait des chefs-d'œuvre au cinéma. Je suis bien d'accord. Et dans ces 20 apprentis, là, par exemple, combien vous restez avec vous, à votre avis? C'est quoi le pourcentage en général? Alors, tous les ans, on conserve 2, 3, 4. Ça dépend un petit peu de l'évolution de l'entreprise. Par exemple, vous voyez, mon dernier apprenti, maintenant il est mon chef pâtissier, Mathis. Et lui, en fait, on l'a formé. Il venait de chez Laurent, mon maître d'apprentissage. Il est venu continuer sa formation chez nous. Et puis, à un moment, il évoluait super bien. J'avais déjà un responsable. Et donc, quand on a acheté la nouvelle boutique, on l'a mis responsable de la nouvelle boutique. Voilà, et en fait, on essaye d'avancer comme ça, de les faire évoluer au sein de l'entreprise. On a une pâtissière qui en avait un petit peu assez de gérer un petit peu les égos des pâtissiers, qui est maintenant ma responsable vendeuse dans la boutique du 20e, Florence. Elle a bien évolué aussi. Et on essaye de les faire évoluer. Donc en fait, en fonction de... Donc qui rentre chez vous va évoluer, quoi, en fait. On essaye. Après, ça dépend aussi de la personne, si elle a envie ou pas. Il y a des gens qui veulent simplement venir faire leur travail. Il y a des gens qui veulent aller plus loin. C'est souvent une histoire d'hommes et de passion, de toute façon. Et ce qui fait l'excellence, c'est ça aussi, non?
Bien sûr, ouais, c'est exactement ça. Tout à l'heure. Voilà, toujours vouloir aller plus loin, toujours essayer de gagner le fameux dixième, le fameux centième. Vous n'êtes pas comme ça quand vous écrivez, Yann Moix? Vouloir aller toujours chercher plus loin? Si, et je vais vous réécrivez vos pages? Non, jamais, mais il y a deux manières d'aller plus loin. D'abord, c'est d'essayer de penser des choses qui n'ont pas été pensées, même si c'est impossible. Et deux, d'aller chercher, et ça peut vous parler, de manière vraiment volontaire, des mots rares, anciens, morts, perdus, dans des dictionnaires de 1905, 1907, des Larousse. Et là, il y a des trésors. Et je m'amuse de temps en temps à en ressortir un, pas trop, parce qu'après, ça fait cuistre et ça fait précieux. Mais de temps en temps, j'en sors un. D'ailleurs, parfois, j'oublie moi-même 5 ans plus tard ce qu'il veut dire. Mais, et je me dis, tiens, je le fais revivre, parce qu'il y a une époque où il a existé, ce mot. Et donc, je lui redonne sa chance. Et ça, c'est que dans la langue française, hein, quand même. Enfin, il y a quand même une richesse impressionnante. Non, la langue anglaise, par exemple, est beaucoup plus riche que la langue française. Ah bon? La langue allemande est beaucoup plus pauvre. Oui, la langue que je connais un peu, qui me semble la plus riche, mais peut-être que le chinois est encore plus riche, parce que le chinois a été appauvri par Mao de manière radicale et politique, mais je crois que l'anglais est d'une richesse... C'est pas ce qu'on dit d'habitude, hein, donc absolument infinie. Quand quelqu'un marche sur des graviers en anglais, il y a un mot pour dire cet homme marche sur des graviers. Il y a un mot en anglais pour dire cet homme chauve marche sur des graviers. Il y a un verbe pour dire cet homme chauve marche sur des graviers. Viens en se grattant la tête, j'en suis sûr. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, dans la langue française, il y a un mot qui peut avoir plusieurs sens aussi. C'est vrai, exactement. Alors qu'en anglais, c'est plutôt l'inverse. Chaque sensation a un mot qui n'a... Peut-être que la langue anglaise a peu de synonymes, en fait. Mais cela dit, on s'aperçoit qu'en fait, les synonymes, ça n'existe pas. C'est des approximations qui font les synonymes. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je vais vous poser une colle. Quelle différence feriez-vous entre espoir et espérance? L'espoir, c'est une projection, et l'espérance... Vous avez une idée, vous, Frédéric Comines? L'espérance, non, c'est... quelque chose qu'on ne peut pas toucher. On a l'espérance de... C'est la foi. J'aime beaucoup. En fait, chacun peut avoir sa définition. J'aime beaucoup ce que vous venez de dire, Frédéric. Moi, je me suis inventé ma définition. Je dis que l'espoir, c'est pour la terre, et l'espérance, c'est pour le ciel, par exemple. D'accord. Mais c'est exactement. C'est marrant parce que Frédéric a senti que c'était ça. L'espérance, on peut pas la toucher, l'espoir, on peut le toucher. Donc ça revient, on a la même définition, vous voyez, de l'espoir et espérance. Et pour les gens, c'est la même chose. Vous pourriez être un excellent écrivain. Vous trouvez pas qu'il y a une exception française, du coup, Yann Moix, en général? Si, il y a une exception. Mais en fait, j'aime pas dire exception française parce qu'il y a une exception pour tous les pays et pour toutes les langues. Vous trouvez pas qu'il y a un truc particulier chez nous? Non, je crois que si, on a un truc particulier, mais il y a un truc particulier chez les Allemands, chez les Belges, chez les Coréens, chez les Brésiliens. Par ignorance et par ethnocentrisme, on a l'impression que les Champs-Élysées sont la plus belle avenue du monde. Elle l'est pour un Français. Il n'y a pas de haute couture nulle part ailleurs dans le monde, il n'y a pas de maître d'art. Si. Je crois que la boulangerie et la haute couture, c'est français, mais ailleurs, ils ont l'équivalent dans d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les iPhones, c'est les Coréens. Et pour la poésie, c'est les Chinois. D'accord. Donc, ok. Citez-moi un poète chinois. Ah oui, un poète chinois, Lao Tse. Lao Tse, oui, bon, c'est pas vraiment un poète, ça. Mao Tse-tung, très grand poète. Mao Tse-tung a été poète, mais bien sûr, il a été même traduit du chinois par Philippe Solers. J'adore. Et Mao était un très grand poète, décrié depuis sa mort. Et vous, Frédéric Comines, vous trouvez qu'il y a une exception française? Il y en a une quand même, je veux dire, dans ces métiers-là, dans celui que vous faites, dans tous ces métiers justement où le temps prend une autre dimension. C'est peut-être le rapport au temps qui est différent ici. Un petit peu différent, quand même. Franchement, il y a une exception, mais on a la chance quand même. Ça fait partie du patrimoine. Pour moi, c'est vraiment le patrimoine qui est très important. Qu'il soit patrimoine vivant ou patrimoine séculaire. Tout à fait. Ouais. Et après, chacun a sa sensibilité. Oui, bien sûr. On a toujours l'impression d'être les meilleurs, mais on l'est pas toujours forcément. Non, mais ce que vous dites, il faut toujours avoir l'impression d'être le meilleur quand on fait la chose. Moi, j'ai l'impression d'être un génie quand j'écris. Et après, quand je rends le manuscrit, j'ai l'impression d'être un génie. Quand je reçois les épreuves, j'ai envie de quitter la France définitivement en faisant oublier tous mes livres. D'accord. Et puis ça revient après ou pas? Je n'écris que pour faire oublier ce que j'ai précédemment publié, en fait. D'accord. Tellement j'ai honte de ce qui a déjà été fait. Et pourtant, vous vous considérez comme un grand écrivain? Au moment où je rends le truc, oui. Ouais. Et puis une fois que je lis... Mais en général, avec un peu de recul comme ça sur la totalité non, du je me considère comme un vrai écrivain. D'accord. C'est ce qui différencie. L'excellence, c'est l'authenticité, en fait. Hein, un artisan qui fait du mieux qu'il peut avec ses défauts et ses qualités. Donc un écrivain, c'est un artisan pour vous? Ah oui, vraiment. J'ai vraiment cette... C'est ce qu'on appelle le perfectionnisme. Frédéric Comines. C'est ça. On cherche toujours à aller plus loin. On en revient toujours au même. Mais j'imagine, vous, Frédéric, que jamais vous direz « je suis le plus grand ». Vous essayez d'être vous-même à 100%. Oui, et toujours. Donc, c'est par rapport à soi qu'est la compétition, pas par rapport aux autres. Le talent, c'est de se comparer aux autres. Le génie,
comme vous ou moi, c'est de se comparer à soi-même. Parlons. Je ne considère pas comme un génie. Alors, du coup, à cause de vous, moi non plus. Vous êtes le roi de la baguette et du croissant. C'est comme ça qu'on vous présente en général, hein, Frédéric Comines. Mes équipes, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Oui. Tout seul. Ah bah c'était ça ma question d'après. Ouais, je fais rien du tout. Ce qui importe, c'est le travail d'équipe chez vous. Et c'est peut-être la vraie différence qu'il y a entre vous deux, c'est que quand même vous, au départ, c'est un travail solitaire. Ça devient un travail d'équipe quand le livre est sorti, Yann Moix. Et la différence, c'est que moi, les gens font pas la queue pour acheter mon livre. Ça dépend. Ils le commandent. Non, mais on peut voir la queue physiquement dans une boulangerie. Sur votre premier, on la voyait, non, la queue devant les livres. Non, vous voyez jamais. Pour un film, vous pouvez voir la queue. Oui. Où les gens se barraient. Imaginez l'équivalent d'un bide pour une baguette. C'est-à-dire que vous voyez dans votre boulangerie des gens qui goûtent et qui s'en vont. C'est ça l'équivalent d'un film que les gens ne veulent plus voir. Vous nous parlez de cinéma encore, c'est ça? Non, mais ça vous a traumatisé? Non, j'essaye de voir les correspondances. Vous en parlez, vous avez le droit. Mais non, je parlais pas de moi là. C'est les correspondances, c'est-à-dire que effectivement, au cinéma, il y a la queue pour un film, ou il y a la queue pour une baguette. Ce que vous ne pouvez pas vivre, c'est des gens qui ne viennent plus, mais vous ne pouvez pas voir des gens ayant goûté votre baguette dans le magasin sortir. C'est ça que je veux dire. On en arrive à la dernière question de cette émission, messieurs, ma fameuse question. On va commencer par vous, Frédéric Comines. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Réalise tes rêves, vas-y à fond et oublie que t'as aucune chance. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Pourquoi vous aviez aucune chance quand vous étiez petit? Non, pas du tout, mais j'étais pas un mauvais élève, mais j'étais pas un très bon élève. J'étais plutôt dissipé, j'avais pas vraiment envie de travailler et je me suis vraiment mis au boulot à partir du moment où j'ai fait ce que j'aimais. D'accord. On essaye c'est une révélation que vous avez eue jeune, très jeune, quoi. Depuis que j'étais petit, j'aimais bien la boulangerie-pâtisserie. Simplement, quand on va à l'école, on essaye de vous faire quelque chose de très généraliste, alors qu'en fait, on a tous une sensibilité et à partir du moment où on intéresse les gens, travailler, c'est plus un travail, c'est un plaisir. Et tant qu'on n'est pas arrivé, qu'on n'arrivera pas à comprendre ça, je pense, en France, c'est de faire rentrer les gens tous dans les mêmes cases, c'est pas possible en fait. Il y a des gens qui sont faits pour écrire des livres, il y en a d'autres qui sont faits pour faire du pain, d'autres qui sont faits pour faire des superbes interviews. D'autres pour décapiter des gens dans le désert. Oui, c'est un autre exemple, c'est un exemple comme un autre. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment toujours croire. Je lui dirais, je sais que tu es impatient, à tout de suite. Ouais. Mais ça ne nous en dit pas beaucoup sur votre état d'esprit de jeune enfant. Vous étiez impatient, d'accord. J'étais impatient d'écrire. Et surtout d'être publié, pour avoir mon livre dans la main. D'accord. C'est ça c'était un truc très formulé, très jeune. Petit, d'ailleurs, je brochais moi-même. Je faisais des bandes dessinées et des petits romans, je les brochais, etc. Vous alliez les vendre dans la rue après, non, mes parents les détruisaient, les brûlaient avant que je puisse le faire. Mais donc je les planquais entre le matelas et le sommier. Yann Moix, vous dites que écrire un roman, c'est plus facile quand on parle du tragique, même avec de l'humour. Finalement, est-ce qu'ils vous ont pas rendu service, vos parents? Je pense que si. C'est grâce à eux en m'ayant empêché de... ils m'ont tellement empêché de faire ça que du coup, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ils vous ont renforcé en fait aussi. Je crois. Non mais vraiment, je crois. Je crois. Bon, ça sera le mot de la fin alors. Vous n'êtes pas bête, vous. Non, je suis loin d'être bête. Très loin. D'ailleurs, j'ai jamais pensé que vous l'étiez une fraction de seconde. C'est gentil, merci, je vous remercie. Non, mais malgré la blondeur, c'est ça. Je vois pas pourquoi j'ai dit ça, c'est moi qui suis bête. On était bien sur Sud Radio avec vous, messieurs. Merci beaucoup, Frédéric Comines, Yann Moix. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment sympa cette émission, pour la première en plus. Et vous, chers auditeurs, merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, on a rendez-vous dimanche prochain à 19h avec de nouveaux excellents invités sur Sud Radio. Alors, le dernier roman de Yann Moix, Paris, vient de sortir ce mercredi chez Grasset. Il est disponible chez les bons dealers, on va dire. Et dans toutes les bonnes boulangeries. Voilà. Puis on va faire un étal de livres chez vous. Je vais en mettre quelques-uns à la vente. Moi, je mettrai des baguettes chez Grasset. Voilà. J'adore l'idée. Et puis donc voilà, pour déguster la meilleure baguette ou le meilleur croissant de Paris, les boulangeries Frédéric Comines sont au 88 rue de Cambronne, c'est ça, dans le 15e, ou au 140 rue de Belleville dans le 20e. Et puis il y a aussi la pâtisserie de Sceaux. C'est quoi l'adresse? 49 rue Houdan. Voilà, merci Frédéric. La playlist C'est excellent est en podcast sur sudradio.fr et sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci à Thibaut qui réalise pour vous aujourd'hui, aux équipes de Sud Radio, sans oublier la nouvelle venue dans mon équipe, mon bras droit, Sophia, Hans, Jacob. Bisous les copains, à la semaine prochaine, c'était excellent. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous
vous a été présenté par Valerty. Copropriétaire, propriétaire, votre toit vaut de l'or. Vendez votre droit de surélévation, financez vos travaux de rénovation énergétique, renforcez votre trésorerie, créez de nouveaux logements avec Valerty. Estimation gratuite de votre droit de surélévation sur valerty.com.